Hors champ. Hors champ, bonsoir à toutes et à tous. Second volet de notre semaine consacrée à l'œuvre de Georges Steiner à l'occasion de la publication Poésie de la pensée. Hier, vous l'avez peut-être entendu parler de cet ouvrage où il alterne sans cesse des thèmes où s'entrelacent à la fois l'amour de la philosophie, l'amour de la métaphysique, l'amour de la musique. Aujourd'hui, il va parler de ses maîtres. Nous l'écoutons enregistré dans sa maison à Cambridge. Georges Steiner, vous faites un parallèle assez surprenant concernant Freud entre la vision de la mort chez Freud et celle aussi dans Heidegger. Mais oui, celle de Heidegger, le livre est d'ailleurs écrit sous l'ombre de Heidegger, c'est évident, comme beaucoup de mon travail. Parce que Heidegger, pour moi, pose l'insoluble. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'un homme vraiment nazi, vraiment proto-nazi et profondément par certains côtés, l'homme qui clame la beauté des mains d'Hitler, l'homme qui refuse toute apologie, toute église, soit aussi, je le crois, un des penseurs les plus importants dans l'histoire de la philosophie. Qu'une phrase dite en passant, comme Platon, Aristote, Hegel, Leibniz, Heidegger, n'est pas une phrase absurde. C'est une phrase qui se tient. Que l'être et le néant de Sartre soit une grande note liminaire à Heidegger, c'est tout à fait évident. Que beaucoup de la déconstruction est un commentaire sur Heidegger, nous le savons, ça n'a jamais été mis en doute. Et en même temps, nous savons ce qu'il a été. Ce livre, comme tout mon travail, devait se terminer avec une analyse bien sûr sommaire des relations entre Paul Celan, qui est pour moi le plus grand poète après Hölderlin, et Heidegger. Et je n'ai pas réussi. Personne non plus n'y comprend goutte. La littérature à ce sujet devient elle-même parasitaire. Elle est énorme. Il n'y a pas un jour qu'un article, qu'un livre ne paraisse pas maintenant sur cette relation. Et ce n'est que très récemment qu'on a découvert parmi les bribes de papier déchirées par Celan le matin même de son suicide, avant qu'il quitte son appartement dans l'avenue Zola pour aller se jeter dans la Seine, il est en train d'écrire une lettre à Heidegger. C'est la dernière lettre qu'il allait écrire. Alors, qu'on ne me raconte pas que cette relation n'était pas importante. J'ai vu à Marbach les annotations manuscrites de Celan sur ces exemplaires des livres de Heidegger. Mot à mot, phrase, c'est une relation encore insondable. Peut-être en 100 ans, on y verra plus clair. Je ne suis pas sûr. Mais c'est là que la rencontre poésie et pensée atteint, si vous voulez, une sorte de sommet impénétrable pour les outsiders comme nous tous. Le fameux poème beaucoup trop célèbre Todtnauberg, où Celan commente sa visite à Heidegger. Mais moi, je commence par quelque chose de beaucoup plus naïf. Je voudrais savoir, est-ce que Celan a demandé de visiter la hutte du magicien noir, ou est-ce que Heidegger l'a invité? Personne ne sait. Sur ce point élémentaire mais capital, aucune documentation fiable. Dans les deux cas, c'est presque incompréhensible. Le poète d'Auschwitz, pour dire la chose grossièrement, phrase horrible, mais la voix, avec Primo Levi, Robert Dantelme, la seule voix qui me fasse
un peu saisir ce qui a été la Shoah, veut voir le philosophe nazi qu'il était pendant longtemps. Et puis, il écrit ce poème et 2 jours après, il écrit à son ami Franz Wurm à Zurich que ça a été une excellente visite. Alors, essayez de comprendre. On dit vulgairement en français « va voir », mais c'est exactement ça, « va voir ». J'essaye et je n'y réussis pas. Mais ça pose tous les problèmes de ce dialogue manqué entre les sommets de la poésie et les sommets de la philosophie. Nous avons la chance d'avoir une archive de Paul Celan qui va lire son poème « Fugue de mort ». Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts, wir trinken und trinken. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, wenn es dunkelt, nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete. Les noirs de l'aube, nous le buvons le soir. Nous le buvons midi et matin, nous le buvons la nuit. Nous buvons. Nous creusons une tombe dans les airs, on n'y est pas couché à l'étroit. Un homme habite la maison, il joue avec les serpents, il écrit. Il écrit quand vient le sombre crépuscule en Allemagne, tes cheveux d'or, Margarete. Il écrit cela et va à sa porte et les étoiles fulminent, il siffle ses dogues. Il siffle pour appeler ses juifs et fait creuser une tombe dans la terre. Il ordonne jouer et qu'on y danse. Les noirs de l'aube, nous te buvons la nuit. Nous te buvons midi et matin, nous te buvons le soir. Nous buvons. Un homme habite la maison, il joue avec les serpents, il écrit. Il écrit quand vient le sombre crépuscule en Allemagne, tes cheveux d'or, Margarete, tes cheveux de cendre sous la mythe, nous creusons une tombe dans les airs, on n'y est pas couché à l'étroit. Il crie, creusez la terre plus profond, vous les uns et vous les autres, chantez et jouez. De son ceinturon, il tire le fer et il le brandit, ses yeux sont bleus. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete. Er heckt seine Rüden auf uns, schenkt uns ein Grab in der Luft. Spielt mit den Schlangen und träumet. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete. Dein aschenes Haar, Sulamit. Georges Steiner, vous avez évoqué la figure de Martin Heidegger, qui demeure l'un des philosophes que vous lisez le plus, que vous annotez le plus. Je crois que vous ne pouvez pas passer un jour sans lire un texte de Heidegger. Vous parlez de lui dans cet ouvrage « Poésie de la pensée ». Vous évoquez aussi la figure centrale de Edmund Husserl, qui fut son professeur. Quels furent, selon vous, les liens et les empreintes de la pensée de Husserl dans l'œuvre de Martin Heidegger? J'ai écrit un petit livre, Maîtres et disciples, où j'essaye de discuter cette relation, d'ailleurs très documentée. Sans Husserl, il n'y aurait pas Heidegger, c'est absolument clair. Mais par contre-coup, comme dans les grandes relations, le disciple, l'élève, va essayer de détruire le maître. C'est la relation. Là, on peut, si vous voulez, prendre le mot oedipien de Freud avec plaisir, en rendant hommage. Le meurtre du père. Le meurtre du père, du point de vue intellectuel, du point de vue théorique. Dans le double sens du terme, parce que meurtre du père, philosophiquement parlant, et puis abandon du père, entre guillemets, pendant la période nazie. C'est ça. Il y a là aussi, en dépit des recherches volumineuses, toute l'industrie française, sur Husserl d'ailleurs, qui est le début brillant du jeune Derrida. Jeune Derrida écoute Génie, sa première monographie sur Husserl, et l'écoute. Certainement,
comme le dit Sartre dans ses mémoires, avec Raymond Aron, assis au café, quand on lui raconte qu'on peut faire de la grande philosophie sur un verre d'eau, sur une tasse de café, c'est Husserl, il se jette à l'étude de Husserl et de Heidegger. Husserl était un homme qui me fascine parce qu'il arrivait, lui, à être assis et penser pendant 6 ou 7 heures de suite. C'est très, très rare. Il incarnait la pensée, comme les grands mathématiciens que je connais un peu ici. Il y a dans Husserl une passion pour l'abstraction, un refus de se laisser déranger par quoi que ce soit, qui est magnifique. Heidegger devine très vite les faiblesses dans la philosophie de Husserl. Husserl n'a pas réussi finalement à construire son système, ni à résoudre le grand problème des relations entre les êtres, entre les égaux différents, E-G-O. Heidegger voit les faiblesses et se rue dans le brancard et la grande offensive. Et rien de plus émouvant, de plus triste que la lente découverte par Husserl que son élève préféré, son successeur choisi, son fils entre les fils, allait le détruire. Dans tout ça, l'épisode nazi est laid, nauséabond, mais pas très important. Il faut quand même préciser les faits, Georges Steiner. Il l'a laissé tomber, il a accepté en tant que recteur de l'université de Freiburg que son professeur, donc Husserl, ne puisse pas continuer à enseigner. Il lui a même interdit l'accès à la bibliothèque. C'est faux, ça ? Ça, on le sait maintenant. Il n'a rien fait pour lui donner l'accès à la... Donc, omission, qui est déjà assez grave, mais il n'a rien fait pour défendre. Et il a été le grand successeur de Heidegger, M. Gadamer, m'a dit un jour, il est un homme avec des mains gigantesques, il m'a pris les 2 épaules, c'est un géant. Steiner, calme-toi. Heidegger était le plus grand des penseurs et le plus mesquin des hommes. C'est tout, il a dit, il n'y a rien à ajouter. Et la mesquinerie devant la veuve de Husserl, c'est très, très triste. Mais là, le rôle de la femme de Heidegger, Elfriede, proto-nazie, pour laquelle M. Hitler était trop libéral, Elfriede a joué un rôle affreux et sinistre dans le traitement de la veuve. Tout ça. Mais ça, ce sont des ragots. Ce qui est important, c'est dans la pensée de Heidegger, il y a une critique fondamentale de la phénoménologie de Husserl, tout en lui empruntant des concepts très importants. C'est une de ces relations extraordinaires dans l'histoire de la pensée moderne. Et songeons, nous parlons maintenant, j'ai le bonheur, Lord, d'être avec vous, à faire confiance complète, disons l'essentiel, jusqu'à ce qu'on sache comment on se comporterait soi-même dans les circonstances analogues. Il faut faire très attention, jusqu'à ce qu'on sache ce que vous ferez, vous et moi, quand ils tapent à la porte, les bouchers et les tortionnaires, ou quand on nous dit un petit compromis, monsieur, un tout petit, et tout ira bien. On s'imagine très mal quelles étaient les pressions, les chantages, les menaces, quelle est la vie quotidienne. Dans notre Angleterre, que j'aime encore tant, qui était pour moi une patrie de choix. J'aurais pu aller en France, en Amérique, ou dans cette Angleterre qui défendait les droits de l'individu comme aucun autre pays. Souvent, je me demande qu'est-ce qui serait passé si les Allemands étaient venus. Nous ne le savons pas. Jeune, j'étais encore plein de ce grand rêve. Ils se seraient comportés magnifiquement. Les Anglais n'auraient jamais livré. Il n'y aurait pas eu de Vichy, ni de Xavier-Vallat, ni de camp de concentration. Qu'est-ce que j'en sais? C'est un espoir. Nous n'avons pas la preuve. J'envie profondément ceux qui savent qu'ils se sont bien conduits. J'ai dans mon collège 2 collègues qui étaient dans le Vercors. Et eux, ils savent. Un a été fait prisonnier et torturé. L'autre a pu s'échapper.
Il n'en parle jamais, mais jamais, pas une syllabe. Ceux qui savent se taisent, à certaines exceptions illustres, exceptions près, parce qu'ils savent quelque chose qu'on ne peut pas expliquer à autrui. Peut-être on se l'explique même assez mal à soi-même, ce qui est encore plus complexe. Alors dans tous ces cas, il faut faire très attention. Platon se vend assez joyeusement au tyran de Syracuse parce qu'on lui permet la puissance. Cette formule enfantine chez Heidegger, l'espoir d'être le Führer du Führer, d'être le Platon du nouvel. Oui, inexcusable, mais ce n'est pas ça qui compte le plus. Et je me suis penché, vous le savez, sur certains écrivains français de grands génies qui ont été des cochons absolus. Alors justement, on va y revenir. On va revenir au cas de Céline que vous abordez dans Poésie de la pensée, mais auparavant, sur Heidegger, je voulais vous poser la question suivante. L'œuvre reste, et elle demeure l'une des plus grandes de la philosophie occidentale, l'invention d'une nouvelle philosophie. Personne ne peut le nier aujourd'hui. Mais comment expliquez-vous que, après la guerre, sur la demande insistante de son ami notamment Karl Jaspers, Heidegger n'ait jamais accepté de faire des excuses par rapport à ce rectorat de l'université de Freiburg, par rapport à ces textes qui ont été publiés, de son adhésion totale au nazisme, de sa carte qu'il a prise. Le plus mesquin des hommes, je viens Comment de vous le expliquez citer. ce silence? Non, une vanité. Silence qui nous fait d'ailleurs repartir sur ce qui s'est passé entre Paul Celan et Martin Heidegger quand Paul Celan est venu lui rendre visite. Une vanité, une mégalomanie certaine. Le monde entier venait le voir. Le monde entier se pressait pour... Un homme qui, je crois, a eu la dignité de ne pas se corriger là où ça aurait été facile. Maintes Français qui ont écrit des saloperies, les ont limés, les ont effacés. Lui, au moins, à l'orgueil, cette phrase a été écrite, je la garde. Quand il a réédité l'œuvre, qu'est-ce que ça veut dire penser? Il aurait pu facilement l'éliminer. Il y a eu là un côté de vanité, de petitesse, aussi, si vous voulez, une méchante candeur, une certaine méchante candeur. Et ce n'est pas ça qui va rendre l'œuvre active, philosophiquement dynamique, si elle l'est. Il y a ceux qui le nient, vous le savez. J'ai eu la possibilité d'une rencontre, j'ai refusé, j'étais tout jeune, je n'ai pas osé. Parce qu'il ne faut pas perdre le temps de Platon, il ne faut pas lui perdre son temps. Et qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Rien. On aurait dit, vous êtes le dernier des salauds, excusez-vous de point de vue. Non. Mieux vaut éviter certaines fausses rencontres. Et n'oublions pas qu'il y a chez Sartre des phrases atroces, que tout anticommuniste est un salaud, par exemple. Et ne coupez pas ce que je vais vous dire maintenant, parce que c'est important. Bon, on ne coupe rien, on vous écoute, Georges. Non, mais personne ne veut dire certaines choses. Je suis professeur à Pékin, à Beijing. Dans mon séminaire, 2 hommes ont l'échine brisée par les gardes rouges, par les tortures. Donc, ils sont assis comme ça. Ils avaient fait passer une lettre à Sartre, au Voltaire de notre siècle. Parlez, aidez-nous. Il va que les soi-disant sévices des gardes rouges sont un mensonge inventé par la CIA américaine. Il savait parfaitement ce qui se passait. Alors, quoi dire? Où est-ce qu'on commence? Freud, allez à Rome, parce que c'est passionnant, il y a le grand musée du fascisme. Dans la première salle, il y a les cadeaux à Mussolini. Dans une jolie vitrine, l'analyse des rêves, inscrit par Sigmund Freud,
au Duce auquel nous devons tant pour avoir restauré la gloire de l'ancienne Rome. Sigmund Freud. Mais oui. Écoutez, nous sommes tous sujets à des vanités, des flatteries, des peurs, des angoisses, des intermittences de la raison, pas du cœur comme dit Proust, des intermittences de la raison. Et c'est Shakespeare qui, comme toujours, le dit, qui de nous doit échapper au fouet, c'est dans le livre. Who of us shall escape whipping? Mais oui. Mais alors là, je préfère dire merci aux grandes œuvres. Je préfère dire merci aux poèmes. La première phrase de mon tout premier livre, qui va être édité maintenant dans Quarto, ou en partie, c'était la phrase « Une bonne critique est un acte de remerciement ». Et je tiens à cette phrase et j'y suis encore totalement dévoué. Il faut dire merci aux œuvres et au prix qu'elles ont exigé de leur créateur. Nous allons écouter la voix de Martin Heidegger qui va lire un poème de Hölderlin. Freilich wo das Geburtsland ist, der Boden der Heimat. Was du suchest, ist nahe, begegnet dir schon, und umsonst nicht steht, wie ein Sohn am wellenumrauschten Tor und ziehet und sucht liebende Namen für dich mit Gesang, ein wandernder Mann, glückseliges Lindau. Alors George Steiner, vous avez évoqué tout à l'heure la dualité de certains grands penseurs et la fécondation entre littérature et philosophie que vous soulignez admirablement dans ce dernier ouvrage Poésie de la pensée. Vous abordez donc l'œuvre de Céline. Vous dites que vous êtes un lecteur assidu de Céline, un génie, l'auteur notamment du Voyage au bout de la nuit, et vous vous posez la question, et moi j'ai beaucoup aimé ce passage de votre livre parce que vous nous la posez à nous, chacun de nous lecteurs, et vous nous dites, avec votre étonnement, d'ailleurs l'étonnement c'est une notion philosophique, avec étonnement et une certaine candeur, mais comment se fait-il que ça soit le même qui ait écrit Bagatelle pour un massacre et les beaux draps. Et voilà, et les beaux draps. Maintenant, que Céline soit avec Rabelais, un des plus grands magiciens de la langue française, grâce au Voyage au bout de la nuit. Mais pas seulement. Les 3 romans sur sa fuite vers le Danemark, que très peu lisent maintenant, d'un château l'autre, Nord et Rigaudon sont une merveille. J'emploie très rarement le mot shakespearien. Je l'emploie là. Les scènes avec son chat Bébert devant les flammes de Cologne lorsque le chat saint part dans les flammes, quitte le train. Les scènes à Sigmaringen où Pétain, parfaitement sourd, n'entend pas la descente de l'avion anglais qui vient sur le pont. Elles sont shakespeariennes. J'emploie le mot avec toute précaution. Il y a dans cet homme terrible des grandeurs poétiques, d'invention. Il y a aussi une immense pitié humaine. Le médecin a été formidable pour des pauvres, pour des animaux. Moi qui suis fou d'animaux, jusqu'au point, j'ose partager avec lui cette passion et j'admire en lui ce qu'est pour lui l'animal et la souffrance de l'animal. Alors je ne comprends pas. C'est l'homme qui veut massacrer les Juifs, Très bien, je vais au journal de Cosima Wagner. Et dans mon monde personnel, je ne m'imagine pas ma vie sans certaines pages de Wagner. Bien. Il est en train de composer le 3e acte de Parzival. Le déjeuner attend. Et il faut le faire descendre pour le déjeuner. C'est merveilleux. Le journal de Cosima est d'un casanier formidable. Il arrive, il est encore plein de la musique de Parzival qu'il est en train de composer. Il a un piano, bien sûr. Et on parle et il dit qu'un de ces jours, il faudra brûler les Juifs. La conversation va sur un fait. Voilà. L'homme qui vient de travailler les pages de Parzival.
Dans cette chambre-là, que j'associe toujours à vos visites, je dis ça de tout cœur, dans cette chambre, sur le bahut derrière vous, mon ami Köstler venait assez souvent. Köstler me dit, mais c'est très simple pour lui. Il y a deux cerveaux, il y a un cerveau qui est tout nouveau, tout récent, celui de l'altruisme, celui-là, et il y a le cerveau cannibale, animal, tortionnaire, et ils ne se raccordent pas. Eh bien, merci, c'est de la blague, il n'y a pas la moindre preuve, ça serait si beau s'il y avait ces explications d'une schizophrénie organique. Il n'y en a pas, On peut composer par Duval et vouloir brûler les Juifs d'un même souffle. Les meilleures pages de Céline ont changé la langue française. Elle se divise entre Proust et Céline. Et je puis me tromper, c'est même très probable, mais je crois, mais je puis me tromper, que ce n'est pas Beno Lévy, c'est quelqu'un d'autre qui cite un Sartre de la fin de Sartre, et qui dit, ça sera le siècle de Sartre, et Sartre l'interrompt, fâché, et dit, est-ce que vous ne comprenez pas qu'il y aura un seul de nous qui va vivre? Céline. C'est lui qui le dit. Vous venez de parler de l'amitié avec Arthur Koestler et de sa théorie du double cerveau. Nous allons entendre la voix d'Arthur Koestler qui va parler de cette théorie. Dans l'évolution de l'espèce humaine, il y avait une période explosive, une demi-million d'années à peu près, ce qui n'est qu'une seconde ou une minute dans l'histoire de l'évolution. Dans ce développement explosif, le néocortex, enfin ce qu'on appelle la matière grise, qui couvre la matière blanche, l'ancien cerveau, s'est développé explosivement, avec une vitesse qui est sans parallèle dans l'évolution. Et il paraît qu'on a payé pour ça avec un manque d'intégration entre l'ancien cerveau du comportement instinctif et le nouveau cerveau du comportement et de la pensée abstraite, logique, synthétique et linguistique. Est-ce que l'homme est arrivé à un semblant d'harmonie entre les deux cerveaux? Non, c'est justement le malheur, il me paraît. Mais remarquons, c'est pas ma théorie à moi, c'est Paul MacLean et un nombre de neurophysiologistes américains qui travaillent expérimentalement. Que le nouveau cerveau, qui s'est développé tellement explosivement, qu'il y a des physiologistes qui font la comparaison avec un tumeur qui explose. Malévolant, bénévolent, nous ne savons pas encore. Mais entre cette nouvelle acquisition et l'ancien cerveau, il n'y a pas de vraie intégration, pas de vraie communication. Il y a communication, mais pas suffisante. Donc nos émotions ne sont pas en harmonie avec la raison. Nous pouvons croire à des choses avec un acte de foi, basé sur l'émotion, sur une identification émotive, qui sont en contradiction totale avec nos pouvoirs de raisonnement. Ça sert très peu à se dire, ne fais pas l'imbécile, c'est pas important, ne sois pas obsédé, nous le sommes. La passion, comme on dit, est aveugle. Il y a une espèce de schizophrénie, mais une schizophrénie, une dualité qui est basée sur une schizophysiologie. Et il paraît que c'est vraiment une part essentielle de la condition humaine. Mais est-ce que l'homme a toujours été schizophrène? Est-ce qu'il a toujours Oui, il paraît que toujours. Mais regardez l'histoire, au commencement, il y a cette rite omniprésent du sacrifice humain pour apaiser les dieux. Vous l'avez partout, vous l'avez dans la Bible. Abraham se prépare de couper la gorge de son fils pour l'amour de Dieu. Les civilisations précolombiennes. Et en New Guinea, vous avez jusqu'à présent les
sacrifice humain, pas officiel, naturellement, caché, mais il y a 20 ans, on a rapporté encore des cas. Alors, c'est la folie, c'est la schizophrénie paranoïde. Et si vous regardez l'histoire humaine, c'est toujours la même chose. Si vous vous souvenez de Swift, de Gulliver, ou quand il décrit les Lilliputiennes qui font une guerre éternelle sur la question s'il faut couper les œufs sur le côté, comment dit-on, arrondi ou sur le côté aigu. Et ce font des guerres, mais nous faisons la même chose. La guerre des Albigensiens, les guerres religieuses, les guerres nationalistes, les guerres idéologiques, les guerres des tribus. Georges Steiner, nous venons d'entendre la voix de votre ami Arthur Koestler, qui a eu une importance considérable, je crois, à la fois par la lecture de ses textes, par l'amitié que vous avez entretenue avec lui. Et d'ailleurs, dans cet ouvrage paru il y a 2 ans, qui s'intitule « Lecture, chronique du New-Yorker », parce que, outre votre œuvre philosophique, votre œuvre littéraire, votre œuvre de revisitation de la tragédie et aussi des textes gréco-latins, il y a aussi ce travail absolument incroyable que vous avez fait pendant des décennies pour le New-Yorker, où chaque semaine vous livriez votre commentaire sur l'actualité littéraire. Et j'avais le droit de choisir les livres, ce qui était un privilège énorme. Et de choisir aussi le nombre de lignes, si j'ai bien compris. Oui, pas tout à fait, mais dans des limites, on n'osait pas vous couper. Des limites assez souples. On n'osait pas vous couper. Non. Et vous avez écrit un texte magnifique sur Arthur Koestler, qui commence ainsi. Maintenant, songez, il était l'homme du zéro et de l'infini. Il a changé l'histoire moderne. C'est rare de changer l'histoire moderne. Lui et peut-être Orwell, mais lui peut-être encore plus. Malraux, certainement par la condition humaine. Très peu d'hommes ont vécu leur siècle comme lui. Un soir, il vient à la porte, et à la porte même, il me dit « Georges, tu sais pourquoi tes livres sont si médiocres ?» Non, alors je dis « Non, mais Arthur, tu vas me l'expliquer. Tu n'as jamais été en prison. » Et puis il a dit « Un homme qui, dans notre siècle, n'a pas fait de prison, n'a pas vécu sérieusement. » C'est très important, ça, pour moi. On peut dire non. Je peux citer Crick et Watson, tous les deux ont été souvent dans cette maison, etc. Je peux citer et dire qu'ils n'ont jamais fait de prison. Néanmoins, ce n'est pas une remarque banale. Comme Lukács, Koestler a vécu son siècle. Il a incarné dans sa rage, dans sa jalousie, et il a vécu d'une façon souvent très cruelle, c'était un homme cruel, mais avec une intelligence et avant tout avec un courage fou, un courage énorme. Et à côté du zéro et de l'infini, dites à vos auditeurs de reprendre le livre Le Testament espagnol, qui est un pur chef-d'œuvre. Et là, il raconte pendant 110 jours, il attend d'être fusillé. Et ça, c'est une expérience. Et les petits professeurs comme moi, à l'abri du danger, protégés par leur système social, dans des universités privilégiées, nous n'avons pas vécu notre siècle. Et là, il m'avait donné une très grande leçon. En tout cas, dans votre chapitre consacré à Arthur Koestler, où vous évoquez le zéro et l'infini, le testament espagnol, qui est connu aussi sous le titre « Dialogue avec la mort », vous évoquez aussi les somnambules, la corde raide, qui sont pour vous des textes très importants, mais vous êtes beaucoup moins convaincu sur un texte qui a eu une importance historique et qu'il a co-signé avec Albert Camus, qui s'intitule « Réflexion sur la potence ». Oui, ça n'a pas été... Je préfère le côté Camus, mais maintenant aussi, avec l'âge, je comprends mieux l'horreur qu'il avait devant la sentence de mort. Seulement, si vous me dites, si on avait M. Assad à pendre,
je crains que ça me ferait un certain plaisir. J'aurais honte de ce mur. Mais je dis ça mi-sérieusement. Et il y a un paradoxe. Köstler ne pardonnait à personne. Alors, pour lui d'être le grand défenseur des droits à la survie, c'était certainement vrai pour lui. Mais, Laure, ne vous moquez pas. Le matin de son double suicide, il va chez son vétérinaire. Il avait 2 magnifiques chiens, mais des merveilles, un berger espagnol et un autre. Et il a demandé qu'on les pique. Le médecin a dit non, je les prends. Non. Il a fait mourir les chiens avant de se tuer avec ça. Je ne lui pardonne pas. Moi, je tuerai avant mon chien avec plaisir. Non, pour être sérieux, il y avait chez lui quelque chose de très, très noir. Mais après tout, ce qu'il avait connu comme expérience. Vous citez à l'intérieur donc de Lecture, chronique du New-Yorker, un billet qu'il a écrit en juin 82. Il s'est suicidé le 3 mars 1983. Et il dit ceci: « Je tiens à ce que mes amis sachent que je leur cède compagnie dans un état d'esprit paisible, avec le timide espoir d'une vie d'outre-tombe dépersonnalisée, par-delà les confins obligés de l'espace, du temps et de la matière, et par-delà les limites de notre compréhension. Ce sentiment océanique m'a souvent soutenu dans les passes difficiles, comme il me soutient maintenant au moment d'écrire ceci. » Il a essayé très généreusement de me convertir un peu à ses vues sur la parapsychologie, et j'ai trouvé ça affreux. Je dis le mot affreux parce que je crois que la raison humaine est une chose infiniment précieuse, délicate, vulnérable, et qu'il faut lutter à outrance pour la sauvegarder. Et un monsieur qui croit aux fantômes, qui croit à la télépathie, qui croit au retour des morts, et ça me donne froid dans le dos. Et quand ça vient d'une intelligence immense, comme celle d'Arthur Koestler, c'est doublement le cas. Mais vous savez qu'il a laissé sa fortune considérable pour fonder une chaire de parapsychologie à l'université d'Édimbourg. Ça a été refusé dans toutes les universités anglaises, mais les Écossais sont très forts sur les revenants. C'est une de leurs spécialités. Alors, ils ont accepté, c'est la chaire. Et vous ne croyez pas aux revenants et encore moins aux fantômes? Ah non, je crois à peine à ceux qui sont là. Déjà maintenant, j'ai des problèmes. Mais aux revenants, certainement pas. Mais cet homme, infiniment intelligent, qui dans Les Somnambules a écrit des pages sur Kepler et Copernic, qui racontait que M. Uri Geller pouvait arrêter toutes les montres en passant la main par terre. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? C'était des moments très difficiles. Heureusement, il y avait le whisky. Heureusement. Et que pensez-vous du suicide? Absolument le droit. C'est très important. Pour moi, l'euthanasie est le prochain grand pas. Nous sommes entourés ici de personnes dans la démence, dans l'Alzheimer. C'est la souffrance atroce pour leurs familles, pour leurs enfants, pour la société autour d'eux. Absolument, je crois à l'euthanasie. Et ça va venir, ça va venir. Les lois vont changer. De pays en pays, ça commence à changer. On a le droit de dire au revoir, mais on n'a pas le droit d'imposer à ses enfants, à ses petits-enfants, à la société, ce fardeau angoissant, cette lente torture. Donc vous seriez plutôt pour un droit à l'euthanasie qui serait inscrit dans la Constitution? Complet, droit au suicide, absolument. Qui a été aussi, comme vous le savez, la question capitale pour Camus. Parce que le suicide, c'est une question éminemment philosophique. Et il a dit c'est la plus importante de toutes les questions. C'est aussi une question tout simplement de générosité humaine envers autrui et peut-être envers soi-même. Et il ne faut pas avoir peur. Chaque jour, je me lève et je me dis, j'ai eu, comme maman a dit, une chance inouïe. Je ne suis pas un créateur, je ne suis pas un grand homme, mais j'ai eu la chance... Mais vous êtes quoi alors? J'ai eu la chance d'être ce que j'appelle le postino. J'ai porté le courrier des grands hommes. Je l'ai porté à mes élèves, à mes lecteurs. J'ai pu distribuer les lettres des très grands. Et ça, c'est une joie et un privilège énorme. Alors, quand ça vient assez, mais pas
imposer aux autres. Je vais vous choquer, mais je le risque. Combien de ceux qui ont des arguments hautement abstraits sur la valeur de la vie connaissent l'odeur d'une salle de gérontocratie dans l'hôpital à côté, connaissent ce que c'est que l'urine pendant toute la nuit, les cris, les râles des pauvres gens à moitié endormis de morphine, mais qui se réveillent. C'est atroce, c'est l'enfer de Dante. Eh bien non, merci. Mais nous vivons dans une société où effectivement le fait de vieillir le plus longtemps possible demeure une performance et nous allons assister effectivement dans les 20 ou 30 prochaines années, aussi bien en Angleterre où vous vivez, Georges Steiner, que dans tous les autres pays européens, effectivement à une population qui va de plus en plus vivre sans forcément avoir sa mémoire, sa possibilité de lire, de pouvoir être heureux, de pouvoir être paisible. Oui et non. Oui et non. Les équilibres de la vie sont très mystérieux. Certaines pandémies sont prévisibles. Des guerres sont prévisibles. Nous n'en savons absolument rien. Qui dit que la Californie, entre guillemets, sera demain, pour la plupart des êtres humains, le grand rêve du soleil et de la survie? Non, ce n'est pas certain du tout. Au contraire, vous et moi, on est ensemble à un moment où la crise pourrait se déchaîner d'un jour à l'autre. En Moyen-Orient, en certaines parties de l'Asie, nous vivons dans l'ère des massacres et il y a certaines choses que je ne préfère ne pas voir. Le Talmud presque dit qu'il faut terminer par une blague, si on veut parler sérieusement. Je vis d'après une, et très brève. Dieu en a assez de nous. Assez. Cette fois-ci, pas d'arche de Noé. Cette fois-ci, c'est pour de bon. Le pape dit à tous les catholiques, réunissez vos familles, priez à la Vierge, dites merci à Dieu et acceptez votre mort. Les protestants disent, réglez vos comptes en banque, payez toutes vos dettes, réunissez vos familles. Le rabbin dit 10 jours pour apprendre à respirer sous l'eau, c'est plus qu'il n'en faut. Et je vis d'après cette blague. Merci Georges Steiner. Demain, nous continuerons avec vous ces entretiens. Vous nous parlerez de votre enfance et de vos débuts professionnels. Merci de nous accueillir dans votre maison à Cambridge. Merci à toute l'équipe de Hors-Champ, Philippe Etienne, Serge Ristich, Brigitte Bouvier, Catherine Parent, Anne-Vanessa Prévost et Didier Lagarde. Toute l'équipe de Hors-Champ vous souhaite une bonne soirée à l'écoute de France Culture. Dans quelques secondes, les ateliers de la nuit.